Bonsoir à tous. Nous sommes plus d'une vingtaine de morts, dont les femmes et les enfants. C'est les bilans sur la route nationale au village Mwenza-Lomba, dans le Kasaï oriental, au nord Kivu. Inhumation aujourd'hui de près d'une centaine de civils massacrés par le terroriste ADF en territoire de Lubero. Bienvenue dans Soir Actualité 19h sur la RTNC, votre chaîne nationale. Comme annoncé au début de ce journal, au nord Kivu, près d'une centaine de civils ont été tués dernièrement en coup de machette et en Toyo, territoire de Lubero. Ces victimes de la barbarie terroriste ADF ont été portées en terre aujourd'hui. Plus de précisions dans ces reportages. Je disais, les véhicules près d'une centaine de civils ont été tués dernièrement en coups de machette et de balles en Toyo, territoire de Lubero. Ces victimes de la barbarie terroriste ADF ont été portées en terre aujourd'hui. Plus de précisions dans ce reportage. Les véhicules de marque Oman, immatriculation 7380 AZ01 en provenance de Jimaï vers Kananga, s'est renversé après avoir cogné un casse-vitesse sur cette route en pleine construction. Les conducteurs de ces camions lourdement chargés des marchandises étaient en état d'ivresse et conduisaient à vive allure, expliquent quelques témoins de l'événement. Les conducteurs, en fait, n'étaient pas dans un état normal. C'est que ce véhicule a connu un accident. Puisque la grande vitesse que j'ai vue, jamais vue. C'est là aussi ligne de passagers qui étaient dans le véhicule. Nous avons même parlé que le chauffeur n'était pas en bon état. Il était dans un état d'ivresse. Le véhicule s'est renversé, c'était à 18h30. On a trouvé assez de cadavres sur terre, à peu près 22 personnes. Alors il y avait aussi des blessés. On a emmené des blessés en Bujimaï. Jusqu'à midi de ce jeudi, plusieurs corps étaient toujours longés à même les sols. Certaines familles des victimes se débrouillent par moto pour évacuer leurs cadavres. Une ambulance a été dépêchée dans la matinée pour évacuer quelques blessés. Mais les cadavres, dont les familles ne sont pas proches, sont toujours au sol. D'où les cris d'alarme de la population aux autorités pour une intervention rapide afin d'éviter la décomposition des corps. Le village de Mwenza-Lomba se situe à 30 km de la ville de Mbujimaï, au Kasaï oriental. Nous sommes allés trop vite en besogne. Vous venez là de suivre l'accident de circulation qui s'est produit sur la nationale numéro 1 au Kasaï oriental. Poursuivons ce journal, la sécurité et la situation humanitaire au cœur de l'entretien entre le gouverneur de cette province et les représentants spéciaux adjoints du secrétaire général de l'ONU en RDC chargé des questions humanitaires en visite officielle à Bunia en Ituri. Des grands points ont cerné la rencontre entre ces deux personnalités. Primo, la situation sécuritaire sur l'ensemble de la province. Segundo, la situation humanitaire, conséquence de violences armées. Ces diplomates ont salué de vive voix les efforts des forces de défense et de sécurité qui ont récemment récupéré plusieurs sites miniers qui alimentaient les groupes armés. Et sur ce point, je voudrais aussi souligner tous les efforts qui sont en train d'être faits au niveau de la province, sous le leadership du gouverneur, par rapport à essayer de faire un peu le ménage par rapport à l'exploitation illicite, illégale des ressources naturelles, notamment sur la question minière. Donc vraiment contrôler. Donc pour l'instant c'est arrêté et puis contrôler la légalité des acteurs économiques et puis vérifier, il y a des choses à vérifier, est-ce qu'ils sont là légalement, est-ce qu'ils ont les papiers, est-ce qu'ils sont enregistrés, est-ce qu'ils emploient du personnel congolais, il y a toute une série de critères, est-ce qu'ils protègent l'environnement. Et je pense que ça c'est le début d'un cercle vertueux qui doit vraiment être appuyé, puisque la plupart des conflits trouvent leurs racines dans cette exploitation illicite des ressources naturelles. Donc on encourage vraiment tous ces efforts. Ce cadre onusien a réitéré l'appui des Nations Unies à l'administration militaire dans le cadre de protection des populations civiles. Donc c'est un encouragement aussi à travailler avec les autorités provinciales pour appuyer tous les retournés, pour ce qu'on appelle des solutions durables, appuyer le retour des gens, appuyer leurs activités économiques, puisque beaucoup de ces conflits ici c'est lié entre sécurité, gouvernance minière et situation humanitaire. Cette
diplomatique marque un signal fort de plus et atteste que la communauté internationale reste engagée aux côtés des autorités congolaises. Objectif, faire face à la population iturienne de manière particulière. Revenons au Nord Kivu où près d'une centaine de civils ont été tués dernièrement en coups de machette et en balles en Toyo, territoire de Lubero. Ces victimes de la barbarie terroriste ADF ont été portées en terre aujourd'hui. Les précisions dans ce reportage. Atmosphère lourde de chagrin dans la localité d'Ntoyo, territoire de Lubero, et aussi à Beni. Nous sommes dans la province du Nord Kivu. Les équipes de la Croix-Rouge et d'autres volontaires, sous l'encadrement de l'autorité provinciale, s'affairent à inhumer les civils victimes des attaques de forces démocratiques et alliées EDF. Près de 100 civils ont perdu la vie à coups de machette et de balles alors qu'ils étaient en pleine veillée mortuaire. D'autres civils, parmi lesquels des femmes et des enfants, ont été incendiés dans leur maison. Certains habitants d'Ntoyo ont été enlevés et amenés vers une destination inconnue. L'inhumation de ces paisibles citoyens remonte à la surface la question de la sécurité des personnes et de leurs biens dans ces zones victimes le plus souvent de l'activisme du mouvement terroriste EDF. D'aucuns suggèrent l'augmentation des effectifs militaires dans le cadre des opérations Ushuja menées conjointement par l'armée ougandaise UPDF et celle de la République démocratique du Congo, le FARDC. En Ituri, le projet d'installation des lampadaires sur les artères de la ville de Bunia renforce de plus en plus la sécurité et présente un bel aspect. Cette initiative de l'administration militaire de cette province a été saluée par les habitants de cette ville. Bunia, efflué de la province de l'Ituri, dévoile une beauté exceptionnelle, même tard dans la nuit. Cette image captée le mardi 9 septembre, alors que le léopard de la RDC a les lions de la Teranga du Sénégal illustrent l'essor urbain rendu possible grâce au projet d'asphaltage et d'éclairage public désormais visible à travers la ville. Ici sur l'axe Bankoko-Opas, les habitants témoignent d'un changement concret et saluent ce que le qualifie de travail titanesque réalisé sous l'impulsion de l'administration militaire. Pendant beaucoup de temps, nous marquons en Ituri, dans la ville de Bunia précisément, mais à travers le gouvernement de l'état de siège, on a hissé la lampadaires. On doit comprendre que nous sommes dans une nouvelle province. On doit avoir une nouvelle province avec une nouvelle mentalité et puis une nouvelle dimension de réflexion. Je circule en toute quiétude, je sors de 14h à 23h pour exercer mes activités. Ce que le gouverneur a fait dépasse notre entendement. Je suis content parce que la ville maintenant est bien. L'appui du gouvernement pour la population, malgré qu'on est en état de siège, la ville est en train d'être modernisée par notre gouvernement. Le responsable de l'office des voiries et drainage, Jacques Kibomi, qui supervise ces travaux, met en avant l'appui décisif du lieutenant-général Luboyan Kachama Johnny, gouverneur militaire de l'Ituri. L'éclairage public est très important, même le nom le dit. Éclairage public, c'est pour éclairer tout le monde qui passe sur la route. Ça contribue à la sécurisation de la route. Non seulement la route en termes de l'ouvrage, mais surtout aux usagers de la route. Ces images symbolisent les fruits des efforts menés dans le cadre de l'état de siège instauré par les commandants suprêmes, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Moins de 5 ans après, Bunia affiche déjà une nouvelle identité urbaine, source d'une fierté pour un peuple iturien résolument engagé dans les processus de paix et de reconstruction. Il est désormais installé comme nouveau coordonnateur du programme national de l'hygiène aux frontières dans le Haut-Katanga. Dr Kalamba Akei a reçu la mission de porter haut l'étendard de cette structure du ministère de la Santé publique. Il est désormais officiellement installé comme nouveau coordonnateur du programme national de l'hygiène aux frontières, PNHF au Katanga, le Dr Kalamba Akei, bienvenue. Sa nomination à ce poste avait été entérinée le 8 mai 2025 par arrêté ministériel à travers la commission d'affectation collective du ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention sociale, le Dr Roger Samuel Kamba Moulanda. La cérémonie
cérémonie officielle de remise et reprise s'est tenue le 9 septembre 2025 à la coordination provinciale du PNHF à Lubumbashi entre le nouveau coordonnateur et l'inspecteur Jean-Marie Klondanzazi qui a assuré l'intérim du coordonnateur sortant Patrick Ilunga Kabujimoumé. L'événement a été présidé par les chefs de division provinciale de la fonction publique actifs au Katonga, Célestin Katolomoulobe, en présence du inspecteur provincial, du chef de division provinciale de la santé, des agents et cadres, ainsi que d'autres autorités administratives et judiciaires. Après la lecture du procès verbal officialisant cette installation et dressant un état des lieux du PNHF au Katonga, la cérémonie de signature des documents a eu lieu, suivie de la remise des insignes, instruments de travail et objets symboliques des commandements de ces services étatiques au nouveau coordonnateur. Dans son allocution, le docteur Kalamba Kei, bienvenu, a exprimé sa gratitude aux autorités nationales et locales, citant particulièrement le ministre de la Santé publique, le docteur Roger Samuel Kambamulanda, ainsi que la directrice nationale du programme national de l'hygiène aux frontières, Madame Wivine Ngandou, pour la confiance placée en lui. S'adressant aux agents et cadres du PNHF au Katonga, le nouveau coordonnateur a lancé un appel à l'unité, à la solidarité et à l'amour du travail bien fait afin de poursuivre efficacement la mission essentielle de ces services qui est le contrôle sanitaire aux frontières. Que jusqu'avant sa nomination, il était chef de service chargé de la brigade de la police sanitaire PNHF Kinshasa après avoir assumé plusieurs fonctions au même programme dans la ville-province de Kinshasa et dans d'autres provinces. Les travaux d'élargissement de l'aéroport de Mavivi au Nord Kivu vont bon train. Découvrez-le dans ce reportage. Construite sur fonds propres du gouvernement provincial, cette extension de la piste de 3600 mètres marque une étape décisive pour les transports aériens dans la région. Les travaux sont supervisés de près par le général-major Kakule Somo Evariste, gouverneur de la province du Nord Kivu, une figure clé du développement de cette infrastructure essentielle. Les premiers kilomètres de la piste sont en pleine transformation. Les ouvriers s'affairent sous un soleil radieux, déterminés à faire avancer ces projets ambitieux. L'asphalte qui sera bientôt appliqué symbolise non seulement une amélioration des infrastructures, mais aussi un espoir pour les habitants de la région, comme confirme ici l'ingénieur topographe. Clairement, sur le plan économique, ça va booster partout, même le secteur agricole, avec nos opérateurs qui font l'exportation du cacao, des légumes, de quoi. Au lieu de passer la route terrestre, qui dure longtemps, qui prend beaucoup de temps, il y aura des vols directs. La population locale attend avec impatience cette amélioration. Il y a plusieurs délégations qui arrivent ici, mais se limitent seulement soit à la visite, aux analyses, pose de la première pierre. Mais cette fois-ci, nous voyons un changement avec la détermination du gouverneur de la province. L'extension de la piste de l'aéroport de Béni-Vie ne se limite pas seulement à une question de transport. Elle souligne également l'engagement du gouvernement provincial à construire un avenir meilleur pour ses citoyens. Toujours au Nord Kivu, la population du territoire de Lubero vit actuellement dans des conditions sécuritaires et humanitaires alarmantes. Les élus de cette région ont lancé un appel aux autorités compétentes. Particulièrement dans le territoire du Lubero, la population fait face à 3 grands problèmes majeurs: l'insécurité persistante, la faiblesse du système de santé et les manques criants d'infrastructures pour aller vers le route des desserts agricoles. Face à cette situation, les élus de la région appellent les autorités compétentes à agir urgemment. De son côté, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, poursuit sans relâche ses efforts pour établir la paix et la sécurité dans l'Est RDC, malgré les multiples défis qui demeurent. Dans la nuit de lundi à mardi, la population a été massacrée en Toyo, dans le secteur de Bapera, territoire de Lubero. Mais nous saluons quand même les efforts du chef de l'État dans les SAS de mettre ensemble les deux armées, l'armée ougandaise et l'armée congolaise, dans les opérations Soudja, qui ne cessent de faire ce qu'ils peuvent. Nous recommandons aux autorités militaires qui sont dans ces opérations de pouvoir voir comment capitaliser les alertes de la population pour suivre ce que la population dénonce et prendre les dispositions utiles.
il y a beaucoup de routes qui sont à refaire. La population mène une vie difficile compte tenu des routes qui sont impraticables et surtout des routes qui mènent vers le champ, les routes de dessert agricole. Il faut que le gouvernement vraiment fasse de tout son mieux pour voir comment réparer ces routes qui sont à délabrement très enlacées. Des chefs coutumiers de la chefferie Barilogo et Bando Mayoyo ont été installés. C'était au cours d'une cérémonie distincte organisée par le vice-ministre des Affaires coutumières, nous dit Edith Chala. C'est dans une ambiance électrique que la population des Sourour s'est massivement mobilisée pour assister à la cérémonie d'installation officielle de Sa Majesté Dieudonné Sourour et Lou Boitima à la tête de la chefferie de Barilogo. La seconde cérémonie a eu lieu à Tora où Sa Majesté Maganda a été installé comme chef de la chefferie Bango. Chacun de ces deux chefs coutumiers, des cérémonies coutumières ont été organisées sur place dans leurs chefferies respectives devant un public nombreux et enthousiaste. Devant cette foule, ces événements historiques ont réuni plusieurs autorités nationales et provinciales dont le vice-ministre des Affaires coutumières, Mwami Jean-Baptiste Ndézé. Ce dernier se dit satisfait du bon déroulement de la journée qu'il qualifie de symbole des restitutions de la dignité et du statut ancestral des entités concernées. Il est important de rappeler devant l'histoire que ces chefferies ne sont pas des créations, comme certains pourraient le penser, mais bien des entités réhabilitées dans leur dignité et leur statut ancestral. Cette réhabilitation est l'aboutissement de la promesse faite par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de viabiliser et de renforcer le rôle des entités coutumières à travers tout le pays. Au nom du gouverneur, le ministre provincial de l'Intérieur a salué un processus conduit avec rigueur par Jean-Baptiste Bakomito, gouverneur de province déterminé à renforcer ses entités coutumières. Pour immortaliser ce moment combien important, le nouveau chef coutumier de Barilogo, Sa Majesté Dieudonné Sourour et Lou Boitima, et celui de Gbangba Mayogo, se sont exprimés devant la population. Les deux chefferies ont suivi une formation de 2 semaines portant sur la dévolution du pouvoir coutumier, l'organisation et le fonctionnement de la chefferie, du groupement et des services publics locaux, ainsi que sur les droits et obligations d'un chef coutumier. Environnement à présent pour faire face à la raréfaction du poisson dans le territoire de Bolomba, dans la province de l'Équateur. La coalition de femmes leaders pour l'environnement et le développement durable a mis un accent particulier sur la pêche durable et la restauration des frayeurs pour redonner espoir aux communautés locales. Le poisson s'est fait de plus rare sur le marché dans le territoire de Bolomba. C'est la suite à de nombreux facteurs, notamment la destruction de zones de reproduction des espèces aquatiques, la surpêche, l'utilisation de filets non conventionnels par le pêcheur, les changements climatiques ainsi que la pollution de cours d'eau par les unités flottantes de fortune qui desservent cette entité de la province de l'Équateur. Pour pallier à cette situation, la coalition de femmes leaders pour l'environnement et les durable, CEFLED, avec le soutien de l'Agroecologic Fund, implémente un projet d'appui à la restauration des écosystèmes traditionnels de pêche durable. Un centre de multiplication de clarias vient d'être installé à Ibaka. Nous avons premièrement procédé à la cartographie des zones de frayère des différentes rivières qui s'éjettent sur la rivière Lulonga. De deux, nous avons commencé à creuser des étangs parce que c'est dans ces étangs que nous aurons à élever les alevins ou à faire les pré-grossissements avant d'aller repeupler les zones de frayère. Troisièmement, nous avons aussi procédé à la formation des communautés, des agriculteurs et de pêcheurs. Et quatrièmement, on aura avant notre départ faire le repeuplement de 3, 4, 5, voire 6 zones de frayère et la suite sera faite par nos points focaux aux frères qui sont ici présents. Ces projets visent à restaurer les zones de frayère dégradées de la rivière Lulonga au niveau du village Bosson-Zafo. Cette expérience va s'étendre progressivement dans tout le secteur du territoire de Bolomba. Oloraba, précisément à Kolwezi, les conducteurs des transports, les conducteurs de camions transportant les minerais sont appelés à respecter le tonnage fixé à 20 tonnes par le gouvernement provincial. Appel lancé par le ministre provincial de l'Intérieur, allais-je dire, Philippe Kaoumba.
La Commission nationale de la prévention routière a procédé son mercredi 10 septembre à l'implantation de panneaux indiquant les tonnages que la route peut supporter au centre-ville de Coluzi. Et pour rendre l'utile à l'agréable, les patrons de la sécurité au là-bas et ministre intérimaire des Transports, Mamayundi Philippe, qu'accompagnait le commandant de la police routière, sont descendus sur terrain, question de vulgariser davantage les communiqués visant à protéger la route. Nous avons reçu des instructions claires de l'autorité. Les panneaux de signalisation, c'est le langage de la route. Et maintenant, la route vient de parler. Donc, il n'y aura plus d'esquisses. Nous serons derrière tous ceux-là qui vont chercher à enfreindre cette mesure et ils seront sanctionnés sévèrement conformément à la loi. En sa qualité du patron de la sécurité routière, Mamayundi Philippe dit mettre tout en œuvre pour barrer route à tous ceux qui s'hasarderaient à se mettre sur la route avec plus de 20 tonnes. Maman gouverneur chaque interdire ma camion yote à plus de 20 tonnes pour circuler dans la ville. Tout celui qui ne va pas respecter les instructions de la gouverneure Fifi Masuka Saini sera arrêté. Exagérer la tonnage sur la voie publique. Ou le hote atavunja sheria. Nous on mettre en garde ma service yote, iko ya sécurité, ya transport, iko SNPR, iko PCR. Ou le hote atejazarde, kufanya ziaka na mambo ya balabala. Il s'est de signaler que bien avant cette descente, une importante réunion a eu lieu au ministère de l'Intérieur entre la CNPR, la PCR et Sachez que le gouverneur du Kasaï central, Joseph Moïse Kaboulou, vient de regagner son fief. C'est après sa participation active au congrès de l'Union sacrée de la nation à Kinshasa en sa qualité de coordonnateur provincial de cette structure. Après avoir porté haut l'image de sa province dans les grands rendez-vous à Kinshasa, le gouverneur du Kasaï central, Joseph Moïse Kamboulou Nkonko, a regagné la ville de Kananga ce mardi 9 septembre 2025 en début de soirée. Accueilli au pied de l'avion par le vice-gouverneur Job Kwinda Makandende, l'autorité provinciale a reçu des traditionnels honneurs dus à son statut, puis des salutations de plusieurs personnalités politico-administratives et des représentants de l'interface sociale. Pendant son séjour dans la capitale congolaise, Joseph Moïse Kamboulou a notamment participé au 2e congrès de la plateforme présidentielle, Union sacrée de la nation, dont il a reçu la responsabilité de la hiérarchie de redynamiser le fonctionnement en province. Après le congrès de l'Union sacrée, nous avons été instruits pour que, aussitôt rentrés dans nos provinces respectives, nous puissions effectivement relancer les activités de la grande famille Union sacrée, qui est une famille pour accompagner le chef de l'État dans tout ce qu'il fait. N'oubliez pas qu'en tant que gouverneur de province, je suis coordonnateur provincial de l'Union sacrée pour la nation et que donc tout est à ma charge, je me dois moi aussi de faire ce qui m'est demandé de faire et je le ferai. Le chef de l'exécutif, aux côtés des membres du bureau de l'Assemblée provinciale, a également participé aux travaux de l'atelier stratégique sur le mécanisme de fonctionnement et de stabilisation des institutions organisé par la vice-primature de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation, Affaires coutumières, assise au terme desquelles les acteurs ont conjuré les démons de la déstabilisation permanente des organes de gestion des provinces. Le développement du Kasaï central, c'est le leitmotiv de la vision des gouvernances portée par Joseph Moïse Kamboulou. L'autorité provinciale, qui a notamment renouvelé des garanties de son peuple, s'est convaincue du niveau atteint par les contacts établis par lui dans la capitale du pays avec plusieurs partenaires pour impulser la marche des différents secteurs porteurs de croissance de son entité. Et puis, le président de l'Assemblée provinciale du Maniema est de retour à Kindu en provenance de Kinshasa, où il a pris part à l'atelier de mécanismes sur la stabilisation des institutions provinciales. Plus de détails dans ce reportage. Prendre part à l'atelier sur le mécanisme de stabilisation des institutions provinciales ainsi que la participation au congrès de l'Union sacrée pour la nation, telle est la mission du président de l'Assemblée provinciale du Maniema, Kibongi Mutanga Junior. Le speaker de cet organe délibérant l'a dit lors de son retour à Kindu devant la presse. Oui, nous sommes partis à Kinshasa du 20h. Nous avons fait d'une pierre deux coups, c'est-à-dire il y avait d'abord la participation au congrès de l'Union sacrée de la nation, où il a été question d'avaliser chaque Union sacrée ainsi que le règlement d'ordre intérieur. Deuxièmement, nous avons participé ensemble avec tous les gouverneurs et vice-gouverneurs de ces provinces de la République démocratique du Congo sur l'atelier sur le mécanisme de stabilisation des institutions provinciales. Il était question de chercher les causes des conflits
qui fait à ce que les deux institutions, l'Assemblée provinciale ainsi que le gouvernement provincial, se mettent en conflit. Et il fallait chercher les stratégies comment contourner ces conflits afin qu'il y ait stabilité dans les provinces, ainsi que la population puisse bénéficier du développement. Comme dividende, nous sommes entendus des institutions, le gouvernement provincial ainsi que l'Assemblée provinciale, de travailler main dans la main pour que nous puissions terminer les mandats en toute bonté. Signalons que dans sa suite, il avait le questeur de l'Assemblée provinciale du Maniema, l'honorable Hassan Noël Os. Parlons éducation dans la province du Bas-Ouélé avec la remise de la bourse dénommée Carlos Aguito qui vise à stimuler l'émulation scolaire dans la ville de Bouta. La ville de Bouta a vibré au rythme d'une cérémonie émouvante marquée par la reconnaissance de parents envers la sénatrice Carole Aguito. À travers son programme Aguito Forever, elle a offert des bourses scolaires complètes couvrant l'intégralité de frais de scolarité, les uniformes et les fournitures pour les élèves les plus méritants. Une initiative qui s'inscrit dans la droite ligne de la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, promoteur de la gratuité d'enseignement en République démocratique du Congo. L'événement s'est transformé en véritable célébration gratuite. Parents et élèves bénéficiaires ont exprimé leur grande reconnaissance pour ces gestes qui leur ouvrent la voie vers une éducation de qualité. Pour moi, Kapanda, c'est un rêve d'être boursier de Maman Aguito Forever. Aujourd'hui, ça devient une réalité et réalisée. C'est pourquoi mes sincères remerciements à notre maman Carole Aguito Amela pour créer de bonnes initiatives dans notre province du Bas-Ouélé. La bourse s'est faite en toute droiture. Il n'y a pas eu de tricherie et nous sommes très heureux. Nous disons un grand merci à l'honorable Carole Aguito pour cette action. En levant les barrières financières, ce programme offre aux jeunes un avenir plus promoteur. La sénatrice Carole Aguito a annoncé que le programme Aguito Forever sera prochainement étendu à d'autres écoles de Bouta qui se distinguent par leur excellence. Un engagement fort qui témoigne de sa volonté de soutenir l'éducation et de stimuler la réussite dans toute la ville. Bientôt, la RDC va se doter d'un nouveau cadre de planification territoriale moderne et efficace. C'est ce qui ressort de cet atelier d'élaboration de la planification territoriale organisé à Kinshasa par le Fonds national d'aménagement du territoire. Eric Kabamba nous en parle. Les nouveaux membres du conseil d'administration du Fonds national d'aménagement du territoire, nommés tous au mois de juillet dernier par le chef de l'État. Durant 3 jours, ces administrateurs vont jeter des bases solides d'une gouvernance rigoureuse et transparente au sein de cet établissement public. Objectif à redéfinir le fondement de l'aménagement du territoire pour répondre aux développement équilibré du pays. Au cœur des travaux figure également l'élaboration d'une nouvelle politique nationale de l'aménagement du territoire, organiser de manière cohérente. C'est ce qu'a confirmé Jeanne Liboté, directrice générale du FONAT. Le conseil d'administration étant un organe de conception, de dotation, de contrôle et de décision du FONAT, il était question qu'on puisse se soumettre au conseil pour qu'il arrive à déterminer la politique générale du fonctionnement du FONAT. À l'ouverture de ces assises, Maître Camille Richard Kalele, président du conseil d'administration, a insisté sur la nécessité d'un Merci tour à tour le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi, le ministre de l'aménagement du territoire Jean-Lucien Boussa Toba et le ministre d'État Guy Luando pour la confiance placée en l'actuel comité de gestion. Nous avons l'impérieux devoir de travailler dans la collégialité, la transparence et le respect strict des règles de gestion pour l'intérêt de la République. Ensemble, faisons du FONAT un instrument de référence au service de la modernisation de l'espace congolais. Au terme de ces échanges, les participants devront formuler des recommandations concrètes accompagnées d'un plan de travail structuré en vue de doter la RDC d'un cadre de planification territoriale moderne et efficace. L'accord de paix de Washington et le processus de Doha, sujet au cœur de la télé organisé par le mécanisme national de suivi, nous dit Keren Tankolongo. Organisé par le mécanisme national de suivi
dans le cadre de la recherche de la sécurité, de la paix et du développement durable dans l'Est de la République démocratique du Congo et dans la région des Grands Lacs. Cet atelier vise à revitaliser en synergie avec l'accord de Washington, RDC, Rwanda et la déclaration des principes de Doha. Cet atelier rentre dans le cadre des recommandations des travaux de Kampala qui a réuni les chefs d'État en ce qui concerne le plan d'action de l'accord cadre même. Mais il se fait que la République démocratique du Congo a d'autres pays n'ont pas donné assez par rapport à ces engagements. Au niveau régional, il a été décidé qu'aucun pays ne peut héberger les groupes armés ni appuyer et respecter l'intégrité territoriale des pays voisins. Mais malheureusement, il y a des pays voisins aujourd'hui qui nous agressent. Et maintenant que la République démocratique est agressée, il y a le processus de Doha, il y a le processus de Washington. Comment mettre en synergie de manière stratégique ces accords par rapport à l'accord cadre qui a déjà posé des jalons en 2013 au travers des engagements nationaux, les engagements régionaux et les engagements internationaux. Devant un parterre d'invités et autres participants, le coordonnateur AI du mécanisme a martelé sur l'importance de cette démarche. Pour Emery Madifuta, face au contexte sécuritaire et humanitaire préoccupant dans l'est du pays et aux enjeux stratégiques des 3 initiatives de paix, le mécanisme national de suivi a pensé à organiser cet atelier pour proposer une synergie efficace de coordination. Suivons cet élément en rappel de la date du 11 septembre 2001 où les États-Unis d'Amérique ont été touchés par 4 attentats suicides perpétrés le même jour et a provoqué la mort de plusieurs personnes à New York. 2001-2025, le monde retient son souffle. Le 11 septembre, les attentats perpétrés aux USA en 2001 marquaient un tournant dans l'histoire du monde. Près de 3000 vies étaient fauchées en quelques heures. Et depuis cette tragédie, chaque année, le monde entier se rappelle de l'ampleur de cette tragédie historique, causant ainsi l'effondrement de 2 grandes tours jumelles, le World Trade Center. Mais au-delà de ces chocs historiques, cette date devient, grâce à l'UNESCO, un moment de réflexion profonde. En RDC, la Fédération congolaise des associations et clubs pour l'UNESCO FACU, dirigée par son président Benoît Ilunga Tshipama, a su capter cette essence en réaffirmant les fondements d'un monde plus pacifique et résilient. À travers un culte d'action de grâce tenu pour la circonstance à la paroisse Saint-Raphaël de Limité, le président de la FACU, en épinglant la crise de l'Est, a rappelé l'importance de l'éducation à la paix, la coopération scientifique et la préservation du patrimoine culturel. Au nom de notre président, M. Benoît Ilunga Tshipama, en déplacement suite à une mission de service à l'intérieur du pays, et nous voulons que dans l'avenir, nous puissions être un seul peuple. Nous ne sommes pas différents les uns des autres. Nous sommes tous unis, nous devons travailler pour la paix partout dans le monde. Une cérémonie marquée également par la visite après le culte du village dans la commune de Limité pour signer les livres de condoléances en signe de solidarité, de paix et d'amour à travers le monde. Et pour terminer, l'année académique 2024-2025 s'est clôturée à l'Institut supérieur de Guémena, au Sud-Ubangi et également au Kwilu. Révivons ce qu'a été la cérémonie de collation des grades dans ces 2 provinces. À l'université protestante de Lubangui, UPI en sigle, la seule fille de cette partie de la République, née de la volonté du révérend pasteur, le docteur professeur Sangoumate Mongode Mosaï, et que dirige au jour d'aujourd'hui le recteur professeur Van José Tontoa Sabungu. La double cérémonie de collation des grades académiques et de clôture de l'année académique 2024-2025 a eu lieu ce 8 septembre 2025. Cette cérémonie haute en couleur était rehaussée de la présence du ministre provincial de la Santé, Dr Ernest Monganza, qui assume l'intérim du gouverneur de province en mission. On y notait la présence de plusieurs personnalités politico-administratives, académiques, scientifiques et religieuses, ainsi que d'une marée humaine. Dans son discours sur la politique générale de l'UPI, le professeur Tontoa Sabungu a rendu ses hommages au chef de l'État avant de remercier Madame la ministre de l'ESU et d'exprimer sa reconnaissance aux promoteurs de l'UPI et de mettre en évidence quelques réalisations de cette année. S'en a suivi la proclamation des lauréats, suivie de la collation des grades académiques de 227 bacheliers
et licenciés que l'UPI vient de lancer sur le marché d'emploi à l'issue de cette année académique. Le gouverneur intérimaire, avant de déclarer close cette année académique, a lancé un appel pathétique à tous les intervenants dans ce secteur de l'enseignement supérieur de continuer à offrir une formation de qualité aux étudiants telle que prônée par le chef de l'État en vue de doter la province du Sud-Bangui des cadres compétents. Au total, 39 diplômés largués sur le marché d'emploi à la clôture de cette académique 2024-2025 à l'Institut supérieur pédagogique de Madimbi, portant en somme à 115 diplômés depuis sa création en février 2022. Dans son discours de politique générale, le chef de travaux, Kitembe Mouhengi Jocelyn, directeur général de cet alma mater, est revenu sur certaines réalisations de son institution, à savoir l'obtention de l'arrêté de l'école d'application de l'ISP Madimbi, la budgétisation de l'ISP Madimbi par les gouvernements congolais et la construction du bloc administratif qui est en chantier. L'Institut supérieur pédagogique de Madimbi rédige plusieurs filières, notamment les lettres et sciences humaines, sciences exactes et naturelles, des sciences techniques et l'appui à l'enseignement, la géographie et la gestion de l'environnement, ainsi que la section commerciale et l'informatique de gestion. Le chef de secteur de Madimbi, qui a procédé à la remise des brevets aux lauréats, a par la suite invité les parents à envoyer les enfants à l'école du savoir pour réduire l'analphabétisme dans les territoires d'Idiofor en général et particulièrement au secteur Madimbi. Plusieurs personnalités du secteur ont profité de leur présence. Des membres de famille ainsi que des amis et connaissances étaient également de la partie. L'ambiance était à son comble. Une grande satisfaction pour les lauréats. C'est par ici que nous mettons un point final. 19h, coordonné par Jacques Bouaba, réalisé par Nono Mansekou et Jonathan Moubalama. Derek Silim était derrière la caméra. Merci de l'attention accordée. Restez branchés au programme de la télévision nationale congolaise. Quant à moi, je vous dis au revoir et à la prochaine.